Ça veut dire quoi exactement? Qu'il faut donner à tout le monde. Mais c'est qui tout le monde? Les gens qui n'ont pas de maison? Les gens qui sont toujours tout seuls. Ou ceux qui n'ont pas de travail. Qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, qu'ils croient en Dieu ou pas. Ça fait pas mal de monde tout ça. Aidons-nous les uns les autres. En faisant un don au Secours catholique, vous aidez en France 1 500 000 personnes démunies à faire face à leurs difficultés et à relever la tête. Alors donnons. Boîte postale 455 Paris 7 ou secours-catholique.org. Face aux chrétiens. 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 Le rendez-vous politique de Radio Notre-Dame. En coproduction avec La Croix et RCF. Présenté par Dominique Gerbeau. Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Face aux chrétiens. Notre invitée aujourd'hui est Christine Boutin, présidente du Parti chrétien-démocrate, candidate à l'élection présidentielle de 2012. Madame Boutin, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez franchi le Rubicon, ça y est. Vous appelez un chat et votre parti a pris pour nom depuis juin 2009 le Parti chrétien-démocrate. Avant, on ne savait pas très bien ce que ça voulait dire, votre forum des républicains sociaux, parce que tout le monde est républicain et tout le monde est social. Alors maintenant, les choses sont claires. Ce que les chrétiens centristes, car ils étaient nombreux, n'avaient jamais osé, vous prenez le risque, dans une France laïque et qui se déchristianise, d'annoncer franchement la couleur. Vous voilà la patronne d'un parti chrétien. Chrétien et démocrate, parce que, bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre. C'est donc clair chez vous et dans votre tête et pour les électeurs. Vous êtes catho de droite, disons catho social. Allez, vous dites haut et fort un certain nombre de choses et vous le dites toujours avec franchise et vous souhaitez un Big Bang basé sur nos racines judéo-chrétiennes et vous allez vous battre à l'élection présidentielle sur ces bases-là. Mais avec cette candidature, je dois vous dire qu'on ne vous suit plus tout à fait. Parce qu'en 2007, vous n'aviez pas voulu vous présenter pour, disiez-vous, éviter un 21 avril à l'envers. Et cette fois-ci, vous voilà candidate, alors qu'on a un peu le sentiment que l'éventualité d'un 21 avril à l'envers, c'est-à-dire un second tour, disons-le, Hollande-Le Pen, Marine Le Pen, est beaucoup plus grand qu'en 2007. Alors vous nous direz pourquoi vous prenez ce risque cette fois-ci et pourquoi, au fond, être candidate à l'élection présidentielle quand on sait, allez, je vais pas vous faire mal, mais que vous aviez obtenu un petit 1,2% en 2002. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de dépenser autant d'énergie et d'argent pour convaincre 2% de l'électorat? Et puis c'est peut-être ces 2%, ces 1 ou 2% qui manqueront à Nicolas Sarkozy si Madame Le Pen poursuit son ascension. Alors vous êtes, Christine Boutin, une femme de conviction, que les médias respectent, apprécient même souvent, précisément parce que vous avez des convictions, que vous ne tombez jamais dans la facilité ou les idées toutes faites. Souvent, vous décoiffez, vous surprenez, en partie, c'est ce qui vous rend un peu sympa, parce qu'on vous retrouve là où, précisément, ceux qui vous connaissent mal ne vous attendaient pas, et c'est un peu ce qui fait votre cote auprès des médias. On se souvient bien évidemment de votre combat contre le Pacs, et ce discours de 5h30 à l'Assemblée nationale. Vous défendiez une certaine idée du mariage et de la famille traditionnelle. C'est que, aussi, vous êtes, depuis 15 ans, membre du Conseil pontifical à Rome, au Vatican, pour la famille, donc au Saint-Siège, consulteur, comme on dit. Alors, depuis 15 ans, qu'est-ce que vous leur dites à Rome de la famille française et qu'est-ce qu'ils vous disent, eux, au Saint-Siège de la France ? D'abord, bonjour, merci. Je ne vais pas très souvent à Rome parce que consulteur, c'est être expert auprès de ce ministère de la famille du Vatican. Et quand ils m'appellent, je viens, bien sûr. Sur la famille française, eh bien, je leur dis qu'elle est très fragilisée, mais ils le savent. Vous savez, le Vatican n'a pas besoin de moi pour que je leur dise que ça va pas très bien. Par contre, le Vatican, le Conseil pontifical, effectivement, réfléchit beaucoup sur ces sujets, mais ça fait plusieurs
Je dirais presque plusieurs années que je n'y suis pas allée. Oh! Mais oui, parce que je n'ai pas été invitée. Je ne suis pas membre à part entière. Il n'y a pas de jeton de présence. Non, il n'y a pas de jeton de présence. Mais je ne suis pas membre à part entière. Je suis consulteur, donc je suis consulté suivant les besoins du Conseil pontifical. Voilà. Alors, ce qui vous caractérise aussi dans le débat politique, c'est votre fibre sociale sur le logement, sur les prisons, sur le revenu de base que vous avez lancé, et on en parlera dans cette émission. On sent que vous avez été nourri à la doctrine sociale de l'Église, et le président de la République, Nicolas Sarkozy, vous avez confié un rapport sur les conséquences sociales de la mondialisation. Ce même Nicolas Sarkozy, qui sait tout l'amour que vous avez pour Rome et votre attachement au Saint-Siège, et qui voulait vous nommer ambassadrice auprès du Vatican, vous y avez vu, vous, un piège pour vous écarter de la vie politique française, et vous avez refusé ce beau poste. Dommage, parce que l'ambassadeur... J'aurais été amené à défendre des lois bioéthiques françaises qui n'étaient pas conformes à mes convictions et à celles du Saint-Siège. Donc c'était une position absolument impossible. Intenable pour vous. Intenable. Dommage pour vous, parce que l'ambassade de France, même si c'est pas le des Farnèse, est bien belle et reposante. Ce sera peut-être pour plus tard. Allez. Et vous êtes toujours là dans le débat politique, et on s'en réjouit. Vous êtes dans les Yvelines et à Paris à préparer votre candidature. Alors, pour vous interroger ce jour, lors de ce Face aux chrétiens, vous avez en face de vous Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Bonjour. Laurent de Boissieu, Corinne Laurent. Oh, pardon, pourquoi j'ai dit Laurent de Boissieu? Parce que j'ai noté Corinne Laurent de la Croix. Bonjour. Et Romain Mazenot de RCF. Bonjour. Alors tout d'abord, j'avais une petite question à vous poser, une question d'actualité. Vous avez appelé au boycott de Benetton après la présentation de l'affiche, là, montrant l'imam de la mosquée d'Al-Azhar embrassant Benoît XVI. Et vous vous apprêtez encore aussi à manifester devant, lorsqu'il y a comme ça des activités culturelles qui choquent les chrétiens. Est-ce que vous croyez pas qu'on leur fait plus de publicité que de les ignorer ? En tous les cas, en ce qui concerne l'affaire Benetton, je n'ai pas été la seule à réagir, puisque le Saint-Père et le Vatican ont réagi très violemment, si bien que Benetton a été obligé de retirer l'affiche. Obama, qui lui aussi était concerné, a réagi aussi de façon très violente. Je crois que l'imam également a réagi. Si vous voulez, il y a un moment où il faut arrêter. Là, il y avait naturellement dans l'image en particulier du Saint-Père et de l'imam une ambiguïté très forte, jouant sur la religion, jouant sur l'homosexualité, jouant sur différents registres qui n'étaient pas acceptables. Alors moi, souvent posé la question, mais par rapport aux caricatures, etc. La caricature, c'est différent, c'est un dessin, tandis que là, c'est une photo, c'est certes une photo trafiquée, mais c'est quand même une photo, et le message n'est pas du tout de même nature, et je pense qu'il était normal. Alors il se trouve que moi, je boycottais Benetton depuis très longtemps, parce que c'est leur habitude de publicité, c'est la provocation. Comme il s'était calmé, j'avais acheté 2 robes. Oh, c'est pas vrai. 8 jours avant la publicité. Vous les avez revendues? Non, je les ai mises, je les porte, elles me vont bien, je les porte quand même. Mais enfin, je crois qu'il faut réagir. Et vous savez, dans ce monde qui change, je pense que le consommateur, le citoyen consommateur a un rôle qu'il néglige. Il faut jouer de tous ses atouts, et franchement, ce n'est pas acceptable, et donc je l'ai dit. Alors, en ce qui concerne les pièces de théâtre, bon, là, je trouve que c'est un petit peu plus difficile. Je comprends que l'on soit très choqués. De toute façon, aujourd'hui, nous, les chrétiens et les catholiques, nous nous sentons ostracisés. Mais quand on regarde les juifs, ils ont le même sentiment, et les musulmans aussi. Il y a une espèce de religiophobie qui se développe dans notre pays qui m'inquiète beaucoup. Moi, merci d'avoir reconnu que j'étais une femme de conviction. Il y a des choses que je n'accepterai jamais. Mais par rapport à ces atteintes. Mais il y a une chose que je ne supporte pas non plus, c'est de répondre par des actes de violence, quelle que soit la forme de la violence. Moi, je suis une femme de paix, je suis catholique, ma religion c'est celle de l'amour, c'est celle du pardon, et donc je préfère de beaucoup ce qui a été proposé par le cardinal 23, qui est par rapport à la future pièce de théâtre, d'avoir une veillée de prière le 8 décembre à Notre-Dame. Je trouve que ça, vraiment, a du sens. Est-ce que prier devant le théâtre, c'est une forme de violence? Louis Dauphren. Pour moi, je le ressens un peu comme une forme de violence, oui.
Alors on passe à l'actualité. Merci de cette réaction avec Romain Mazenot de RCF. Une question sur le drame du Chambon sur Lignon, le meurtre de la jeune Agnès qui a bouleversé la France et qui a relancé le débat sur la prévention de la récidive. Il y a plusieurs points qui font polémique. Le fait que le chef d'établissement ignorait vraisemblablement le casier judiciaire de celui qui a avoué le crime et qui avait déjà été mis en examen pour viol sur mineur il y a un peu plus d'1 an. Le fait que les experts psychiatres l'avaient jugé également réadaptable, sans dangerosité particulière. Alors que faut-il faire ? Est-ce que il faut donner plus de moyens à la psychiatrie pour que les contre-expertises soient systématiques à nouveau, alors que ce n'est plus le cas aujourd'hui ? Est-ce que côté répression, il faut davantage de centres éducatifs fermés, comme le proposent certains ? Quelles sont vos solutions ? Je pense que la France, ce n'est malheureusement pas le premier fait divers épouvantable que nous vivons, et je trouve même que ça s'accélère beaucoup. On a oublié Pornic, mais Pornic, la petite jeune fille de Pornic, c'est pas si vieux, hein. C'était quand même absolument ahurissant ce qui s'est passé. Je pense que tout ceci est la conséquence de l'abandon par la France du traitement de la psychiatrie. Moi, je ne peux pas imaginer que Mathieu, ce jeune homme de 17 ans, 18 ans, ne soit pas malade mental. Quant à 16 ans, quand on connaît un petit peu les détails du premier viol qu'il a fait il y a 1 an ou 2 ans, je ne sais plus, vis-à-vis d'une petite jeune fille, la façon dont il a opéré, pour qu'un gamin de 16 ans pense à faire de telles choses, ça dénote une maladie. Mais en France, la psychiatrie n'est pas traitée. La psychiatrie, elle est traitée par deux façons, la prison et la rue. Et ça, pour avoir travaillé ces 2 sujets-là, je peux vous dire que c'est la vérité. Dans la rue, la plupart des personnes qui se trouvent à la rue sont des malades psychiatriques ou qui ont des troubles psychiatriques graves. Et dans la prison, ceux qu'on ne sait pas traiter, on les enferme, comme ça on s'imagine que le problème est réglé. Le problème n'est pas du tout réglé. En ce qui concerne Mathieu, si mon hypothèse est vraie, et je pense qu'elle est vraie, c'est-à-dire que c'est un malade psychiatrique et relevait d'un hôpital psychiatrique. Et il n'y a pas de structure pour accueillir ces gens. Alors, mettre ce jeune homme dans un centre éducatif fermé, mais il faut réfléchir 2 secondes. Ces centres éducatifs fermés, qui ont leur raison d'être, ils sont là pour des jeunes délinquants, c'est-à-dire des jeunes qui ont soit trafiqué avec la drogue, soit qui ont volé, soit qui ont un petit peu de violence, mais qui ne sont pas des malades. Si vous mettez un malade psychiatrique au milieu de cette quinzaine ou vingtaine de jeunes qu'on essaie de réinsérer, imaginez dans ce centre fermé quelle sera l'ambiance et comment on pourra rééduquer ceux qui peuvent l'être. Je ne le vois pas. Du reste, ce matin, j'entendais un commentaire sur Mathieu et on disait qu'il était en isolement dans ce centre là où il était, parce qu'il ne faut pas le mettre avec les autres, naturellement. Donc le problème de fond, alors on peut trouver... C'est toujours facile de trouver le bouc émissaire. Alors on peut trouver le directeur de l'établissement parce qu'il savait ou il savait pas, etc. On peut dire c'est l'expert ou c'est. Heureusement cette fois-ci on n'a pas mis en cause les juges, parce que les juges d'application des peines et les travailleurs sociaux, moi je dois vous dire que je les salue et que je respecte leur travail, parce qu'on leur demande, la société leur demande un travail immense avec une responsabilité excessivement difficile, puisqu'il s'agit d'étudier chaque cas qui est particulier. Ils doivent prendre des décisions qui assurent ou pas la sécurité de la société. Mais précisément, l'une de vos constantes dans ces problèmes-là, Madame Boutin, et on en parlera pour les prisons, c'est d'avoir des réponses individualisées. Absolument, oui. Est-ce qu'on peut avoir des réponses individualisées quand on manque de psychiatres, quand on manque de personnel ? Est-ce que c'est réaliste ? Je pense que non, ce n'est pas très réaliste, mais c'est une question de volonté politique. Alors on me dit, mais en ce moment il n'y a pas d'argent pour le faire, on est dans la crise. Bien sûr qu'on est dans la crise, mais je remarque que depuis 20 ans, quand on était dans la période de croissance, on n'a fait aucun effort pour développer les spécialistes qui pouvaient s'occuper de ces sujets. Mais en ce qui concerne la psychiatrie, c'est plus grave, parce que c'est la psychiatrie dans notre pays, pour des raisons idéologiques, n'a pas été traitée, parce que par nature, l'homme ne pouvait pas être fou. Donc voilà. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans une situation excessivement difficile, et il faut avoir le courage de reconnaître qu'il y a des malades psychiatriques qu'il convient de protéger pour les protéger et protéger la société. Donc plutôt que des prisons, construisons des hôpitaux psychiatriques. Ah, je pense, oui, on doit faire des choix. Absolument. Moi, j'ai entendu
entendu qu'au projet de loi qui a été présenté hier au Conseil des ministres, on rajoute 20 000 places. Mais ce n'est pas la réponse. Ce n'est absolument pas la réponse. Il vaudrait effectivement beaucoup mieux aller vers des établissements psychiatriques pour pouvoir soigner ces personnes ou les encadrer. Toujours dans l'actualité, Corinne Laurent de La Croix. Oui, parmi les autres sujets d'actualité qui sont en train de monter, êtes-vous favorable au droit de vote des étrangers aux élections municipales ? C'est une vraie question. Alors, à titre personnel, quand je regarde la réalité européenne, moi, je suis très attachée à la construction de l'Europe. Peut-être qu'on en reparlera. On en parlera, oui. Je pense que les personnes qui sont européennes, qui sont sur notre territoire, qui participent à l'activité, au développement économique de notre territoire, qui paient des impôts, qu'ils puissent être concernés par le vote au niveau municipal, je le comprends. Mais je crois que l'opinion n'est pas prête à l'accepter aujourd'hui. Donc, je crois que nous avons suffisamment de sujets à régler avant d'envisager cela, mais je pense qu'on y viendra un jour, on sera obligé d'y venir, mais c'est un point de vue personnel. Donc dans ma campagne, je ne demanderai pas l'application du vote pour les étrangers, parce que c'est une position de réalisme et de pragmatisme. L'opinion n'est pas prête et il faut reconnaître qu'on a d'autres sujets à traiter aujourd'hui. Romain Masneau. Oui, à propos de la crise qu'on traverse en ce moment, la très grave crise, vous vous êtes prononcé pour en faveur d'un euro franc. Oui. Qui soutiendrait la consommation intérieure et en complément, si j'ai bien compris, de l'euro. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Alors, je pense qu'effectivement, nous sommes dans une crise que moi j'appelle même une guerre mondiale. Nous sommes dans une 3e guerre mondiale de nature économique et morale. Il faut absolument préserver l'Europe, conserver l'Europe, parce que si l'Europe s'effondre, c'est le monde entier qui aura des effets collatéraux. L'Europe a été construite sur 2 valeurs essentielles, qui sont le pardon et la réconciliation. Si la paix n'existe plus et si l'Europe s'effondre, il n'y aura plus la paix, ces 2 valeurs-là ne seront plus celles qui garantissent la paix dans le monde. Parce que c'est étonnant pour le monde à l'extérieur de voir cette Europe qui s'est construite sur ces valeurs. Donc il faut absolument les maintenir. Donc moi je veux maintenir l'Europe. Or on est en grande difficulté. Alors une des mesures, il y en a d'autres, mais une des mesures que je propose, et du reste j'ai été aussi étonnée de voir hier ou ce matin qu'on envisageait la création de monnaie pour relancer la dynamique en Europe, et on l'envisage de façon sérieuse, mais il y a toujours un blocage très important de la part des Allemands qui par leur culture, avec 29, sont tétanisés à l'idée de la création de monnaie. Alors, l'euro-franc répond à cette nécessité de redonner du dynamisme, car le plan de rigueur qui a été présenté aux Français était certes nécessaire, mais je pense qu'il ne donne aucune perspective, aucun objectif et qui nous mène directement vers la récession, ce qui ne nous aidera pas à sortir. La création de l'euro-franc, c'est une monnaie complémentaire qui serait décidée pour la France, et puis chaque pays déciderait de sa monnaie interne. Car il faut savoir que le pouvoir d'achat est d'autant plus important que la rotation de la monnaie est rapide. Donc cette monnaie euro-franc servirait pour les échanges à l'intérieur de la France, pour la consommation directe, qui peut aller jusqu'à des produits même qui sont produits à l'étranger, mais le fait qu'on ne puisse pas, que cette monnaie soit utilisée sur le territoire français, permettrait une vitesse de rotation beaucoup plus grande que l'euro international. En tous les cas, ce sont les économistes avec lesquels je travaille, et du reste, je dois voir Monsieur Létard très prochainement, qui revient des États-Unis pour travailler sur ce sujet. Mais je pense qu'il y a là une piste intéressante. Sur l'Europe, vous dites que vous êtes très attaché à sa construction. On se souvient que vous avez voté non à la construction européenne et à Maastricht. Alors qu'est-ce qui ne vous convient pas dans cette Europe qui se construit aujourd'hui, outre l'aspect économique ? Qu'est-ce qui ne vous convient pas ? La raison pour laquelle j'ai voté contre Maastricht, c'est parce que je suis profondément européenne. J'étais absolument convaincue que l'Europe qu'on nous proposait dans ce traité, d'abord qui a renoncé à inscrire les racines judéo-chrétiennes qui sont culturellement importantes et qui font qu'elle a ceci
ce refus de la France à fragiliser la construction européenne. 2005, là. Oui, pas 2005. 92. Oui, mais enfin, parce que c'est constant chez moi. Je veux dire, en ce qui concerne Maastricht, j'ai voté contre parce que je pensais que tout était en germe dans ce traité pour arriver à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire une Europe technocratique, une Europe que l'on comprend pas, une Europe qui est faite et tout s'est vérifié contre la volonté des peuples. Donc voilà. Mais je suis profondément européenne. À l'époque, on a dit tous ceux qui ont voté non, ils sont contre l'Europe. C'est pas vrai du tout. Moi, je suis très européenne. Je m'inscris dans la tradition de la pensée de Robert Schuman et que je porte de façon très forte. Donc il n'y a pas absolument aucune ambiguïté. Alors l'Europe que je propose, qu'il va falloir reconstruire, du reste il va falloir refaire un traité, il va falloir regarder à nouveau tout cela. Eh bien, moi je pense, il y a deux options qui sont possibles. Soit on fait un conseil des ministres où le pouvoir politique véritablement prend le pouvoir, et il faut, parce qu'il y a eu un... Vous êtes fédéraliste ? Je ne suis pas fédéraliste autant au sens où je veux que l'on efface les nations et les cultures nationales. Je crois qu'il faut justement et c'est ce que j'ai dit aussi dans le rapport sur la mondialisation, les différences de culture sont des richesses. Il ne s'agit pas de gommer ces richesses et d'uniformiser l'ensemble. Il s'agit au contraire de s'appuyer sur chacune des cultures pour donner le dynamisme. Et donc le Conseil des ministres peut être un moyen avec une BCE qui est sous la coupe, qui est la banque, qui est sous la coupe des politiques. J'ai voté contre l'autonomie de la BCE à l'époque quand j'étais député. Tout ça est très cohérent. Alors il y a cette formation-là, ou alors une autre, on peut envisager une autre construction de l'Europe qui serait plus celle d'agences, enfin de lieux de rencontre où les 27 ne se retrouveraient peut-être pas tous ensemble, mais il y aurait celle de l'énergie, celle de l'environnement, celle du social. Vous voyez, plusieurs cercles et les nations iraient, suivant leur centre d'intérêt, dans ces agences. Voilà des propositions concrètes. On reviendra, et bien évidemment avec vous, sur votre candidature dans un tout petit instant. Et on prolonge ce dialogue avec vous, Christine Boutin. Face aux chrétiens. Face aux chrétiens. Chaque semaine, Thierry Georges vous emmène en voyage, à l'autre bout du monde, à la découverte d'une ville, de sa culture et de ceux qui y vivent. Suivez le guide tous les jeudis à 11h sur Radio Notre-Dame. Retrouvons à présent la deuxième partie de Face aux chrétiens avec La Croix, RCF et Radio Notre-Dame, une émission présentée aujourd'hui par Dominique Gerbeau. Notre invitée aujourd'hui est Christine Boutin, présidente du Parti chrétien-démocrate et candidate à l'élection présidentielle. Elle est interrogée par Corinne Laurent de La Croix, Romain Mazenot de RCF et Louis Dauphren de Radio Notre-Dame, bien sûr. Et la première question est posée par Corinne Laurent de La Croix. Oui, madame, vous êtes candidate à l'élection présidentielle et pour valider cette candidature, il est nécessaire de recueillir 500 parrainages de maires, d'élus. Où en êtes-vous ? Est-ce que la pêche est bonne ? La pêche est difficile, la chasse aussi. Mais enfin bon, je pense qu'on finira par y arriver, mais je croyais que ça serait plus facile, puisque j'avais un réservoir de 300 maires qui sont toujours en fonction aujourd'hui par rapport à l'élection de 2002, donc je pensais que ça serait assez simple, j'en aurais au moins 250 à cette période. Et en fait, j'en ai à peu près 120 actuellement, enfin un peu plus de 100, quoi. Et c'est assez difficile, et ça demande énormément de temps, énormément d'énergie. Alors on peut se poser la question de savoir pourquoi c'est si difficile. Je pense que c'est dû à la crise. En fait, ce qu'on entend beaucoup, des alibis, j'ai peur de mon conseil municipal, j'ai peur de mes habitants, enfin, etc. Je peux pas imaginer qu'un maire puisse être tétanisé comme ça pour un parrainage qui n'est pas un soutien, mais qui est simplement la possibilité de l'expression diverse des idées politiques. Je pense que la crise fait qu'il y a une demande très forte à ce qu'il y ait que les deux gros candidats, le PS et l'UMP. Et ce qui est très inquiétant, me semble-t-il, pour la démocratie, moi qui suis démocrate. Parce que le premier tour est justement prévu pour l'expression diverse. Et cette attitude de dire on veut que les deux gros, c'est le copier-coller de ce qui se passe dans l'économie, où tout le monde dénonce le fait que ce sont les gros, le 440, les grosses entreprises qui écrasent toutes les petites. Eh bien, ce comportement
étaient identiques. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il n'y ait que les deux gros et les autres n'ont pas le droit de s'exprimer. Je trouve que c'est un symptôme d'un malaise de la démocratie dans notre pays. Combien vous en avez obtenu pendant le congrès des maires, là où vous y étiez? Vous savez, je n'ai obtenu que des promesses et des promesses verbales. Alors là, j'ai dû en avoir une bonne cinquantaine, je pense. Ah, c'est déjà... ça remonte alors. Ça remonte, oui, moi, je pense qu'on finira par y arriver, mais... Corinne. Vous pensez qu'il faut changer ce système? Non, moi personnellement, je ne pense pas. Certains demandent à ce que ça soit anonyme. Je trouve que c'est faire injure aux élus. Il y a 50 000 personnes qui sont susceptibles de pouvoir voter, qui ont le droit de voter pour la démocratie. 50 000. Alors, vous voyez que 500, c'est quand même un écart et ça donne beaucoup de possibilités. L'anonymat, pour moi, c'est se cacher. Mais qu'est-ce que c'est un élu qui se cache alors que tous les jours, il prend des décisions difficiles qui sont pas obligatoirement populaires et qu'il assume. Et ça, simplement, pour permettre l'expression démocratique, il faudrait qu'il soit anonyme. Non, je trouve que c'est pas digne. Moi, j'aime les gens debout. Voilà. Vous aviez publié les 500 noms. Ah, c'est obligatoire. Oui, au Conseil constitutionnel, oui. Mais après, il fallait les chercher au Conseil constitutionnel. Oui, mais ça paraît quand même au JO. Vous savez, il m'est arrivé une anecdote la dernière fois en 2002. J'en avais eu 700. J'avais peur parce qu'au dernier moment, il y en a toujours. Donc, il faut en avoir plus de 500. Il faut quand même en avoir 600. Et j'avais peur de ne pas en avoir suffisamment. Donc, j'étais allé voir un maire qui n'avait pas signé, mais qui était proche, etc. Je lui ai dit, allez-y. Donc, il a fini par signer. Je lui ai dit, mais non, ça ne sera pas publié. Vous inquiétez pas. Parce que à l'époque, je ne sais pas si cette année ça sera pareil. C'est 50. C'est 50. Il y en a 50. Il a été tiré au sort. Comme c'était un nom qui commençait par un B, il était dans les premiers. Donc, j'étais bien ennuyé. Et en fait, il a été réélu à 2 élections municipales sans aucun problème. Un parrainage n'empêche jamais la réélection. Non, c'est pas possible. Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. L'UMP n'a-t-il pas intérêt à favoriser votre candidature de toute façon? Écoutez, je n'en sais rien. Je peux pas vous répondre. Je pense que l'UMP, oui, en tous les cas, moi, je pense que ma candidature peut aider le candidat de la droite républicaine, évidemment. Mais vous savez, certains pensent que les gros, justement, soit le PS, soit l'UMP, bloquent les signatures. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que même s'il y avait cette tentation de l'un ou de l'autre, comment voulez-vous tenir la main de 50 000 personnes? C'est pas possible. Et dans la mesure même où, de toute façon, au second tour, vous ne joueriez pas contre l'UMP. Absolument. Il a plutôt intérêt à ce que vous aimantiez votre cible pour l'amener à l'UMP au second tour. Oui, je pense que oui. Donc. Maintenant, mais il n'y a pas de... Apparemment, il n'y a pas de consigne, parce que ça serait sans doute plus facile. Sauf à mettre en difficulté Nicolas Sarkozy, comme je l'évoquais en parlant de vous au départ, et puis faire en sorte qu'il ne soit pas au second tour. Vous l'avez apprécié, vous l'avez essayé ce risque-là? Bien sûr que écoutez, je suis une femme qui fait de la politique depuis plus de 30 ans. Je ne me suis jamais trompée de camp. J'ai toujours été loyale. Je suis une femme de conviction et je suis loyale. Et je ne suis pas une extrême. Il est bien évident que si le risque de l'extrême apparaissait au mois d'avril, et là on verra un peu mieux les choses parce qu'aujourd'hui on voit pas quand même très bien, compte tenu de la campagne que j'aurais pu mener, à ce moment-là je négocierais avec le candidat de la droite républicaine. Y compris avant le premier tour? Ah bien sûr, bien sûr. Et je rendrai public le résultat de cette négociation, de façon à ce que ceux qui étaient susceptibles de pouvoir voter pour moi sachent là où on en est. Moi j'aime les choses transparentes, je n'attends rien pour moi. J'attends beaucoup par contre pour les jeunes qui sont avec moi, car je n'ai que des jeunes avec moi. Je suis émerveillée par cela. Il y a 10 ans, quand j'ai créé le Forum des Républicains Sociaux, j'avais beaucoup de personnes qui étaient plutôt des personnes âgées et que je respecte éminemment et qui m'ont beaucoup soutenu et qui continuent à me soutenir. Mais la relève n'était pas là. Aujourd'hui, la relève est là. Autour de moi, mon équipe a 29 ans d'âge moyen. Le doyen, c'est mon directeur de campagne, il a 41 ans. Il sort de la Cour des comptes, il a pris 1 an de disponibilité. Voilà. Donc, et je vais avoir, de toute façon, il y aura du Parti chrétien-démocrate des candidats aux élections législatives. Car ces idées, elles doivent être portées. Et dans la négociation, quand vous dites je négocierai avec Nicolas Sarkozy, oui. Le candidat auquel on pense, vous penserez à quoi? Souvent à la famille, vous le dites, et puis à des sièges alors. Oui, alors je négocierai des choses très simples, très claires. La famille composée d'un homme et d'une femme. Pas de lutte contre l'euthanasie
Le partage de la richesse. Non, pas de lutte contre l'euthanasie. Vous avez dit pas de lutte contre l'euthanasie. C'est contre l'euthanasie, pour être clair. C'est ça, pas d'euthanasie. Troisièmement, le partage de la richesse. Et en particulier, ce que j'aimerais, c'est que le quinquennat serve à étudier vraiment sérieusement la mise en application du revenu de base auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, dont je reparlerai. Et puis, je pense aussi qu'il faut beaucoup réfléchir. Il y a la réforme territoriale qui a été assez mal comprise. Et moi, je suis tout à fait favorable à l'intercommunalité, mais je pense à la solidarité entre les communes, comme la solidarité entre les hommes. Mais je pense qu'il ne faut pas affaiblir nos 36 000 communes. Que c'est un réseau social, de cohésion sociale, tous ces élus locaux, même dans les petites communes, et surtout dans les petites communes, qui est irremplaçable. Personne ne pourra remplacer la place des maires dans les petites communes. Donc, je mettrai certainement dans la balance le respect, et en particulier, pas de suffrage universel pour les délégués communautaires. Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Je reviens à la négociation avec Nicolas Sarkozy. Vous ne voulez pas être la Taubira de Sarkozy, on a bien compris. À partir de quel seuil vous estimerez devoir vous retirer? Et qu'il y a danger. À partir de quand y aura-t-il danger? Je ne sais pas, honnêtement, sincèrement, aujourd'hui, je ne sais pas. Appelez-moi au mois de mars, et je vous le dirai. Si on était dans 3 mois, si on était aujourd'hui, ça serait vraisemblablement si Madame Le Pen et Monsieur Sarkozy étaient à touche-touche. Dans les sondages. Je m'appuierai sur les sondages, bien sûr, et sur l'environnement général, parce que la politique, c'est bien sûr des chiffres, mais c'est aussi un climat. On sent bien les choses. Mais honnêtement, je prendrai aucun risque. Je ne prendrai aucun risque, et je le dis très clairement à vos auditeurs. J'assume totalement, comme j'assume le fait de faire un petit score, parce que je crois que c'est la lucidité. Ça serait naturellement plus démagogique et plus exaltant de dire que je ferai un gros score et que venez avec moi parce que vous êtes avec un gros score. Non, je ne fais pas un gros score, mais il faut savoir que l'élection présidentielle en France, elle se fait entre 48 et 52, 47-53, ce qui a été maximum en 2007, c'était exceptionnel, c'est souvent 49-51, si bien que 2 ou 3%, 4%, peut-être que je ferai plus sont décisifs, oui. Si vous preniez le risque de vous présenter malgré une situation que vous jugez dangereuse, l'UMP pourrait vous saquer aux législatives en disant on présente des candidats UMP contre vous? De toute façon, je veux dire... C'est ça, dans la négociation, le chantage, il est là ou pas? Non, le chantage, il n'est pas là. Et le chantage, il n'est pas là. De toute façon, il y aura des candidats du Parti chrétien-démocrate, quel que soit le résultat des négociations. Combien Alors, pour l'instant, mon objectif est d'avoir une centaine de candidats en France. Pour l'instant, j'en ai une bonne soixantaine qui sont déjà dans les starting blocks. Moi, je ne suis pas candidate. J'ai fait ma carrière. Donc, moi, on ne peut pas faire aucune pression sur moi. Et notre détermination est absolue. Elle est absolue pour 2 raisons. La première, pour les convictions, et j'espère que nous aurons quelques unités, parce qu'en politique, il faut être patient. Vous savez, la politique, c'est un lieu d'apprentissage de vertu. C'est un lieu aussi de grande tentation, mais de vertu. Et la patience en est une. Et on ne construit pas rapidement les choses. Donc, je pense, moi, mon objectif, c'est d'avoir quelques unités d'élus, députés. Donc, pour défendre nos convictions. Et on grossira. On a démarré à 0, maintenant on a 250 élus locaux, on a 7 conseillers généraux, 7 conseillers régionaux, maintenant il nous faut des députés. À côté de ça, qui vont porter donc nos idées au Parlement, il y a aussi les règles du financement des partis politiques. Moi, je ne peux plus continuer maintenant, puisque la règle française, la loi française fait que c'est sur la base des voix obtenues aux législatives qu'il y a un financement d'État des partis politiques. Eh bien, je suis contraint. J'ai même pas de questions à me poser. Je veux dire, c'est évident. Il vous faut une soixantaine de candidats. Voilà, logiquement, l'UMP ne présente pas de candidat contre vous, comme il n'en a pas présenté contre Philippe de Villiers, par exemple, en Vendée. Ah, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est ce que vous souhaiteriez quand même pour avoir des candidats. Moi, je ne souhaite ne pas gêner les députés UMP. La priorité pourrait être les législatives pour vous. Voilà, mais bien sûr, et bien sûr, oui, si vous voulez, dans la campagne présidentielle, j'ouvre le chemin des législatives, c'est évident. Romain Masneau de RCF. Avez-vous l'assurance d'un financement pérenne de votre campagne pour aller jusqu'au bout? C'est une très bonne question, cher monsieur, et non, je n'ai pas l'assurance. Je n'ai pas l'assurance, et nous sommes dans une extrême fragilité. C'est quoi une campagne présidentielle en termes de chiffres?
Pour les gros, c'est... Pour vous. Oui, mais c'est important de faire la différence. 23 millions pour les gros. Oui. Et pour nous, on a fait un budget prévisionnel de 2,5 millions, 3 millions. Mais on ne peut pas faire un moins. Hein. Et vous allez les avoir comment? C'est par des dons. C'est par les dons. C'est par les dons des particuliers, puisqu'il ne peut y avoir aucun financement par les entreprises et les personnes morales. Et donc, c'est vraiment des cheveux blancs que nous faisons, parce que c'est très difficile. Vous regrettez ça? Que les entreprises ne puissent pas financer? Je regrette qu'il n'y ait pas un financement qui permette au moins de vivre. Parce que c'est très difficile, oui. Il y a une question de Corinne Laurent de La Croix. Oui, nous parlions des réformes qui ont été entreprises pendant ce quinquennat. Est-ce que, on sait que vous parlez franc avec Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il vous a déçu globalement? Il a beaucoup de, comment dirais-je, de circonstances atténuantes. Parce que en 2007, on pouvait pas imaginer ce qui allait nous arriver. Hein. Et il a fait un certain nombre de choses et il s'est adapté. Il y a eu des erreurs, de grosses erreurs, oui, mais globalement et bon, dans le contexte, on peut pas lui reprocher. Je trouve, c'est malhonnête de lui reprocher qu'il n'ait pas tenu ce qu'il avait dit en 2007 parce qu'on est dans une situation complètement différente. Le reproche que je ferai à Nicolas Sarkozy, vraiment pour moi, il est très très important, c'est d'avoir fait exploser la cohésion sociale dans notre pays. C'est-à-dire que pour moi, le président de la République a beaucoup plus joué en part de marché, en communauté, plutôt que en unification de notre pays. Je trouve qu'on est un pays où la fragilité de la cohésion sociale est absolue et que c'est très dangereux. On est tous, alors en plus la crise ne fait qu'augmenter les choses, mais on est tous jaloux des uns des autres, on se regarde tous. Alors il y a beaucoup de générosité aussi. Hein, c'est toujours quand on généralise, c'est un peu caricatural. Mais enfin, la réalité de la société française, pour moi, aujourd'hui, elle est très exposée. Nous ne sommes plus en unité, et je pense que c'est un des objectifs du prochain quinquennat. Et ça va être d'autant plus fort nécessaire qu'il va y avoir cette crise qui va être absolument terrible. Moi, je pense vraiment que nous allons perdre le triple A. Je pense que nous allons vers une diminution du pouvoir d'achat de l'ensemble des Français. Et je pense que les Français ont besoin qu'on leur dise la vérité. Il faut arrêter de les prendre pour des enfants. Les Français sont tout à fait conscients de la réalité. Ils ont besoin d'entendre la vérité, ils sont prêts à retrousser les manches, mais encore faut-il leur dire la vérité. Merci Christine Boutin, on se retrouve dans un court instant pour poursuivre ce Face aux chrétiens et évoquer avec vous les thèmes de votre campagne électorale. À tout de suite. Face aux chrétiens. Face aux chrétiens. VIP. Chaque semaine, dans VIP, l'invité d'Emmanuel Dancourt vous dévoile le visage inattendu de sa personnalité. VIP le dimanche à 23h sur Radio Notre-Dame, une émission présentée par Emmanuel Dancourt. Troisième et dernière partie de Face aux chrétiens avec La Croix, RCF et Radio Notre-Dame, une émission présentée par Dominique Gerbeau. Et notre invitée est Christine Boutin, présidente du Parti chrétien-démocrate, qui est candidate à l'élection présidentielle. Elle est interrogée par Romain Masneau de RCF, Corinne Laurent de La Croix et Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Et c'est précisément Louis qui vous pose, Madame Boutin, la première question. Je voulais savoir ce que vous pensiez de la proposition de loi de l'UMP Bérengère Poletti qui propose une extension de la contraception, un accès plus facile à l'IVG, à la contraception. Elle appartient à l'UMP, la rendre... Alors, je ne vais pas revenir sur tous les points de cette proposition de loi, mais il s'agit de permettre à tout intéressé de se rendre sans débourser le moindre centime chez un professionnel de santé prescripteur, gynécologue, généraliste ou sage-femme, puis si nécessaire dans un laboratoire pour d'éventuels examens biologiques, enfin chez un pharmacien pour la délivrance d'une contraception adaptée. Il s'agit d'une extension tous azimuts de cette contraception. Elle appartient à l'UMP. Est-ce que vous êtes prête à ouvrir un débat avec elle en ce moment moi, je suis prête à ouvrir un débat avec elle. J'en ai eu de nombreux avec Bérengère, parce que je la connais bien et c'est une idée fixe chez elle. C'est pas la première fois qu'elle fait une tentative. À chaque fois, elle s'est fait rejeter. Mais au-delà de la problématique de Bérengère Poletti, je pense qu'il faut quand même avoir le courage de constater qu'en France, depuis la loi de 75, le nombre d'avortements n'a pas diminué. Or, en France, nous sommes le pays le plus consommateur de contraception chimique.
Donc on devrait se poser la question de savoir si véritablement la contraception chimique est efficace. En réalité, on s'aperçoit que la contraception, l'avortement est généralement dû à une contraception qui n'a pas marché. Donc développer ce genre de choses ne répondra absolument pas au problème. Moi, je le dis très clairement, et je pense que tout le monde le sait, je défends la vie de la conception à la mort naturelle. Et je veux remettre en actualité toutes les méthodes qui relèvent de l'écologie, qui relèvent de la réalité humaine. On a aujourd'hui, et ceci fait ses preuves dans un certain nombre de pays, en particulier les pays africains, la contraception qui est fondée sur l'observation des rythmes féminins permet de beaucoup mieux contrôler la vie que le problème de la contraception chimique. Donc moi je pense que c'est une erreur, c'est encore aller plus loin, ça ne résoudra aucun problème, ce que propose Bérangère Poletti. Il faut aller vers de l'écologie humaine. Voilà. Corinne Laurent, de la Croix. Sur ces thèmes de société, exactement, quelles sont les priorités que vous situez? Comment comptez-vous les vulgariser pendant la campagne? Je pense que nous sommes dans une crise majeure qui est le résultat d'un libéralisme libertarien qui nous a guidés depuis 40 ans. Et que l'avantage de la crise dans laquelle nous sommes, c'est que comme tout va s'effondrer, nous allons avoir l'opportunité de reconstruire pour nos enfants et nos petits-enfants une nouvelle société sur de nouvelles bases. Et je pense en particulier que les chrétiens, parce qu'ils ont un trésor, vont être particulièrement sollicités pour le redressement de ce monde. Donc voilà, première chose. Deuxième chose, alors ce que je vais dire, moi je mets l'homme au cœur de la problématique. Il faut que nous retournions vers le réel de l'homme. Aujourd'hui, l'homme, dans toute la construction de nos sociétés, est devenu une variable d'ajustement. Une variable d'ajustement sur le plan économique, financier, scientifique. Il faut qu'au contraire, tous ces domaines lui soient ordonnés. Que tout soit en direction de l'homme et non pas l'inverse. Alors, à partir de cela, eh bien, j'affirme très clairement ce que je vous ai dit, le respect de la vie, de la conception à la mort naturelle. Sans émettre de jugement moral vis-à-vis des personnes qui sont amenées à avorter. Vous savez quand même, c'est un drame en France. Une femme sur deux en France à un âge de procréer avorte. À avorter. On ne peut pas être heureux de ce résultat. Et je ne porte pas de jugement moral, et je dis simplement que les conditions de l'accueil de la vie dans notre société ne sont pas remplies. Sur le plan du logement, sur le plan de l'emploi, sur le plan du travail, sur le plan de la famille, etc. Donc il faut mettre les conditions d'accueil de la vie qui mettent la personne humaine et sa dignité, quel que soit son état de santé, sa race et sa religion, au cœur de la reconstruction de la société. Alors, oui. Oui, Louis Dauphren, vous avez utilisé cette expression de libéralisme libertarien, libertaire, mais il est porté aussi bien par l'UMP que par le PS, ce libéralisme-là. Absolument. Donc, sur vos priorités, en fait, UMP et PS, ça vaut la même chose. Oui, absolument. Et pourquoi allez-vous appeler à voter pour l'un et pas pour l'autre? Parce que, si vous voulez, il y a encore une petite chance à droite. Je pense qu'il n'y en a plus beaucoup à gauche, malheureusement. Je crois aussi à l'altérité. Je vais vous donner un exemple de l'altérité. La différence sexuelle, qui est du reste très battue en brèche. Vous avez vu, on va apprendre la théorie du genre. J'étais la première à le dénoncer dans les manuels scolaires et dans des disciplines scientifiques. Le problème du fondement de la famille sur un homme et une femme est aujourd'hui remis en brèche totalement. Si c'est la gauche, ils ont dit très clairement que ce serait un de leurs premiers projets de loi, le mariage homosexuel et l'adoption. Et ça, vous pensez que Nicolas Sarkozy s'y refusera s'il est élu? Qu'en novembre 2012, on n'aura pas le mariage homosexuel? Si je fais les 3% ou 4%, oui, parce qu'il sera obligé. Naturellement, bien sûr. Alors, je ne le dis pas par vanité personnelle, mais comme il n'y a plus personne, j'en suis désolée du reste. Hier, Bruno Le Maire a pris position pour le mariage homosexuel. Monsieur Juppé est favorable au mariage homosexuel. Madame Joanneau est favorable au mariage homosexuel. Et ça fera partie d'un accord possible avec Nicolas Sarkozy. C'est dans la négociation. Vous serez très ferme là-dessus. Bien sûr, absolument. Ça fait partie de la négociation. Absolument. Moi, c'est dans le deuxième tour.
c'est la base de ma négociation. C'est une des bases de ma négociation. C'est le point clé. C'est un des points clés, absolument. Romain Masneau de RCF. Vous plaidez aussi. Mais il y a aussi le revenu de base. Oui, voilà, on y revient. C'est la question. Eh ben, c'était la question de Romain, justement. Vous plaidez pour un revenu de base dès la naissance de 200 € jusqu'à 18 ans et de 400 € pour les adultes. Mais comment, compte tenu de la crise, comptez-vous financer ce revenu? Alors, et en quoi il est différent du revenu minimum? Il est très différent. Ce n'est pas une mesure d'assistanat. C'est une mesure qui reconnaît la dignité de toute personne comme une richesse, une véritable richesse. Le financement, j'ai travaillé bien sûr avec des économistes, le financement qui justifie les 200 et les 400 €, c'est parce que j'ai demandé à ce que l'on fasse une étude sur un budget constant. C'est-à-dire que on prend toutes les allocations qui sont actuellement distribuées et on les met tous dans le paquet et on fait une nouvelle redistribution simple qui est de la naissance à la mort. Et c'est 200 € jusqu'à 18 ans et 18 ans 400 € jusqu'à la mort. Donc c'est simple. On annule tout sauf les allocations chômage, sauf les allocations sécurité sociale, soit les familiales. Les familiales, elles sont dans le paquet. Mais c'est beaucoup plus intéressant que les allocations familiales, hein, le revenu de base. Donc chômage, sécurité sociale, handicap et la quatrième me sort de... Ça vous reviendra. Mais bon, enfin bref, il y a le quatrième. Mais bon, et sinon toutes les autres sont remises dans le pot commun et c'est pour ça que ça ne coûte pas un centime supplémentaire et c'est calculé sur la base de ce budget. On pourrait très bien, si on veut aller un peu plus loin, monter un petit peu les 200 €, enfin ou les diminuer. Mais là, ça ne coûte pas un centime, c'est complètement financé mon opération. Alors l'objectif, c'est quoi? C'est de reconnaître la famille, bien sûr, et que chaque personne ait la richesse de la société. Vous naissez, vous avez droit à ces 200 € qui sont en réalité le résultat du capital qui est hérité par les générations précédentes et que vous avez, et qui n'est pas identifié mais qui est pourtant bien là, et vous avez l'obligation à l'enrichir. En contrepartie de ce droit, qui est simple dans l'application, il y a deux choses. Une fiscalité qui est complètement remise à plat. La fiscalité, parce que nous n'y comprenons plus rien, et parce que nous n'y comprenons plus rien, nous pensons que le voisin paie beaucoup moins que moi, et donc s'installent des jalousies entre les différentes communautés. Il faut simplifier, remettre à plat la fiscalité. Je propose qu'elle soit en 2 tranches. On paie dès le premier impôt, sur le capital et sur le travail, dès le premier euro. Jusqu'à 20 000, c'est 20%, et au-dessus de 20 000, c'est 15%. Capital et travail sont taxés. Et en contrepartie de ce droit, du revenu de base, d'avoir ces 200 €, ces 400 € tous les mois, eh bien, on doit donner du temps à son pays. Le temps, c'est la véritable richesse aujourd'hui, et nous proposons la réinstallation du service national. C'est un service national d'une durée d'1 an, qui a 5 semaines communes à par classe d'âge. Ces 5 semaines sont là pour faire le brassage social et renouer un peu la cohésion sociale, et on peut choisir soit du service national civil, soit militaire. Il est financé sur la base d'une redistribution des subventions qui sont actuellement accordées d'un montant de 44 milliards. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. J'avais 2 questions en lien avec la famille politique familiale. La première, c'est est-ce que vous seriez favorable à un vote familial qui reconnaît donc le nombre d'enfants? Et la seconde question, c'est est-ce que vous ne craignez pas, vous êtes assez silencieux sur les questions liées à l'immigration. Or, on sait que sur le terrain, des politiques familiales sont remises en cause parce que des élus, voyant le dynamisme démographique des populations d'origine étrangère, se disent mieux vaut arrêter la politique familiale parce que ça favorise de toute façon les nouveaux entrants. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait une remise en cause de politique familiale liée à la présence importante de communautés étrangères? Alors, je ne pense pas du tout que ce soit la politique familiale qui encourage les politiques étrangères, mais moi, dans ce qui concerne l'immigration, alors là, je vais vous donner un scoop. Je présente mon projet le 1er décembre au Presse Club, et moi, je supprime le droit du sol. Ah oui, effectivement, c'est un scoop. Pourquoi voilà. Et parce que justement, je pense que le problème de l'immigration est une vérité. C'est quelque chose d'important qui inquiète nos concitoyens, et qui aussi, du reste, l'inquiétude est d'autant plus grande que nous n'avons pas accepté de réaffirmer nos racines judéo-chrétiennes, laissant entendre que notre terrain était en jachère. Mais la réalité, elle est là, et donc il faut regarder cela. Et moi, je pense que la meilleure solution, c'est de faire en sorte que pour venir
venir sur notre territoire, pour devenir français, eh bien qu'il y ait une véritable démarche qui soit construite et que ce ne soit pas systématiquement parce qu'on est né sur le territoire qu'on devienne français. Être français, ça résulte d'une volonté. Et c'est vrai que c'est une décision forte et qui, à mon avis, répondra beaucoup plus que le problème des allocations familiales. Du reste, dans mon système, alors le revenu de base, il est donné aux Français, bien sûr, et dans mon système, le revenu de base annule les allocations familiales. Et le vote familial ? Alors, le vote familial, je n'y suis pas hostile. Je pense que c'est un petit peu compliqué. C'est quoi ? Expliquons aux auditeurs. On donne la possibilité de voter en fonction du nombre d'enfants. Alors, est-ce que c'est une voix par enfant ? C'est à discuter. Ça peut être, une voix pour 2 enfants. Enfin, tout ça est à discuter. Mais ça donne effectivement un dynamisme et ça ne coûte pas grand-chose. C'est pas cher. Mais par contre, par rapport à ceux qui craignent sur l'immigration et l'augmentation démographique, évidemment, ça va absolument à l'inverse. Donc, il faut bien y réfléchir. Corinne Laurent de La Croix. Autre dossier dont on sait qu'il vous préoccupe, la question du logement. Qu'est-ce qui vous contrarie encore et qu'est-ce que vous proposez de faire, notamment pour les jeunes gens? Alors, si vous voulez, le revenu de base aidera beaucoup les jeunes. Je n'ai pas le temps de me développer, mais vous voyez bien qu'à 18 ans, ils partiront avec un capital qu'ils n'ont pas actuellement pour démarrer dans la vie. En ce qui concerne le logement, c'est une affaire excessivement complexe et pourtant le droit au logement est un droit nouveau que j'ai créé par le droit au logement opposable. Lorsque vous étiez ministre, on l'a pas suffisamment redit, mais vous avez été pendant 2 ans ministre du logement. Voilà. Et donc, c'est un besoin fondamental. Se nourrir et se loger, ce sont 2 besoins absolument fondamentaux pour tout homme. Et nous sommes en échec en France dans un certain nombre de territoires. Pas dans tous les territoires, parce qu'il y a des zones où il n'y a absolument aucun problème de logement en France. Mais en région parisienne en particulier, il y en a. Alors moi, ce que je propose plusieurs choses en ce qui concerne le logement. Je voudrais déjà que l'on donne la possibilité et qu'ils exercent leur droit, les HLM, de pouvoir revendre leur logement à ceux qui y habitent, pour ceux qui sont volontaires, de façon à avoir une trésorerie pour pouvoir construire d'autres logements sociaux. Parce qu'aujourd'hui, ni l'État ni le 1% patronal ne peuvent financer, donc il faut trouver d'autres financements. Et ça, c'est un moyen de pouvoir trouver des financements pour construire de nouveaux logements sociaux. Deuxième chose, je propose que dans la loi SRU, c'est un peu technique, mais le logement c'est souvent technique, dans la loi SRU où on demande 20% de logements sociaux, je demande d'augmenter le pourcentage à 30%, mais d'inclure l'accession sociale à la propriété de façon à ce qu'on puisse diversifier justement ce genre de construction. Je pense aussi, troisième mesure très concrète, je souhaite qu'il y ait une volonté de l'État de construction de logements, de maisons en bois. On peut faire des maisons écologiques pas chères, à 1000 € le mètre carré et qui, avec un taux d'emprunt qui soit faible, de façon à permettre aux classes moyennes de pouvoir se loger. Et pour cela, puisqu'il y a des difficultés de terrain, il faut que l'État fasse de la préemption de terrain. Une dernière question pour terminer ce Face aux chrétiens. Vous êtes intervenu ces jours-ci et on sait que vous attachez de l'importance à la situation dans les prisons. Vous avez proposé 10 propositions, on n'a pas le temps de toutes les développer. Qu'est-ce que vous attendez de l'État pour améliorer la situation dans les prisons? Mais je pense que l'État améliorera les questions dans les prisons quand les Français seront conscients que l'enfermement n'est pas obligatoirement la bonne réponse. 80 000 personnes, il faut savoir que chaque année, 80 000 personnes sortent des prisons. Et que la première priorité pour ceux qui ont fait une faute, il faut le sanctionner. Il faut le sanctionner rapidement parce que si c'est décalé, ça n'a plus de sens. Et il faut l'aider à se réinsérer pour qu'il se protège et surtout il protège la société. Vous savez que les nouvelles prisons qui sont construites ont été construites sur le concept de la sécurité à outrance. Donc tout est informatisé, il n'y a plus d'humanité et les prisonniers revendiquent d'aller dans les vieilles prisons parce qu'il n'y a plus du tout d'humanité dans ces nouvelles prisons qu'on construit. L'homme reste un homme et il est toujours au-dessus de ses actes. Merci infiniment Christine Boutin de ce Face aux chrétiens. Si vous avez pris l'émission en cours, rendez-vous sur les sites de La Croix, de Radio Notre-Dame et de RCF et vous retrouverez l'émission dans son intégralité. À bientôt.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com. Pour ne rien perdre d'essentiel dans l'actualité littéraire, théâtrale et artistique, rien n'échappe à la critique de Paul Salina et de ses chroniqueurs. Cinéma ce soir, Patrick Brion. On a mis la barre très très haut. Côté théâtre, Valérie Beck, bonsoir. Un Cyrano de Bergerac. Et un Cyrano de plus. J'ai vécu ce calvaire, effectivement, pour vous. Des goûts et des couleurs présentés par Paul Salina, c'est tous les vendredis à 19h sur Radio Notre-Dame. Theotokos.fr. Vous recherchez l'âme sœur ou vous souhaitez vous faire de nouveaux amis ? Rejoignez Theotokos.fr, le site avec 3 espaces de rencontre. Un espace tête-à-tête pour rencontrer l'âme sœur, un espace sortie pour partager des loisirs entre célibataires et un espace d'entraide et d'échange de services bénévoles. Theotokos.fr, le site chrétien de rencontre pour vivre l'amour et l'amitié durable. Pourquoi pas vous ? Theotokos.fr, THEOTOKOS.fr. VIP. Chaque semaine, dans VIP, l'invité d'Emmanuel Dancourt vous dévoile le visage inattendu de sa personnalité. VIP le dimanche à 23h sur Radio Notre-Dame, une émission présentée par Emmanuel Dancourt. Radio Notre-Dame. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen.